Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, je suis très ravie de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Appelés produits NUS, l'arachide, le moringa, le wanzou ou encore le fonio font partie des 12 espèces dites orphelines résilientes. Autrement dit, elles sont négligées et sous-utilisées. Pourtant, ces cultures sont produites au Niger et possèdent de très grandes valeurs nutritionnelles et sont importantes pour une alimentation saine. Dans un souci de veille de conscience de la population nigérienne sur l'importance des produits NUS, AgriFocus, une ONG qui œuvre pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Niger, a organisé une conférence débat. Cette conférence débat a été organisée dans le cadre du projet Crops for HD. Suivez plutôt. Agri-Challenge. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, merci d'être venus tous pour cette conférence débat que l'ONG AgriFocus organise dans le cadre du projet Crops for HD. Le thème de cette conférence débat est les produits des espèces négligées et sous-utilisées, NUS, une solution pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Donc, pour rappel, l'objectif de cette conférence, c'est d'éveiller les consciences des acteurs sur l'importance des produits NUS. Alors, nous allons tout de suite commencer avec Monsieur Moutaleb. Donc, on va lui demander de nous poser la problématique des produits NUS. Ce sont des cultures qui ont de hautes valeurs nutritionnelles, qui sont négligées tant par la recherche, par les consommateurs, mais aussi par les commerçants qui sont dans la chaîne de valeur. Donc nous nous sommes dit que ces cultures-là peuvent répondre en tout cas aux problèmes de sécurité alimentaire face au changement climatique. Parce que vous connaissez tous que le changement climatique est un fait indéniable aujourd'hui dans le monde entier. Donc il faut vraiment trouver des alternatives pour pouvoir pallier à ce problème. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet. Et si on vous dit qu'il y a des endroits où les paysans n'ont pas semé par manque d'eau, par manque de pluie, et ça c'est une réalité. Donc c'est face à ces problèmes-là qu'on s'était dit que ok, il faut trouver des alternatives pour pouvoir répondre aux besoins alimentaires de nos populations. Donc, à travers la promotion de ces cultures-là, donc, elles sont au nombre de 12 au départ, mais pour le moment, dans l'exécution actuelle, la première phase du projet, nous n'utilisons que les 4. Donc, à savoir le fonio, le wanzou, le moringa et l'amarante. Donc, voilà les 4 cultures sur lesquelles le projet travaille actuellement. Et le projet est mis en œuvre à travers 3 volets. Le volet push, qui est la recherche, donc qui s'occupe en tout cas de trouver des variétés de ces NUS-là qui sont plus adaptées aux conditions climatiques ou bien en tout cas aux conditions environnementales de plus en plus rustiques de notre pays. Et faire la diffusion de ces cultures-là au niveau paysan. Merci pour ces informations. Alors, nous allons passer pour la seconde question avec la coordinatrice, Madame Zainabou, de l'ONG AgriFocus. Alors, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles ces produits NUS peuvent être une solution pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable?
Ce que j'aimerais dire avant d'aller dans le vif du sujet, nous savons pertinemment, pour parler de sécurité alimentaire, il faut que nous nous assurons que nous avons une certaine disponibilité, nous avons une certaine quantité, nous avons une accessibilité, nous avons aussi ce pouvoir d'achat pour les populations pour parler d'une certaine sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il n'est pas nouveau pour tout le monde. Nous savons que la majorité des gens consomment du tout venant. Ils consomment du tout venant parce qu'ils n'ont pas un pouvoir d'achat important pour pouvoir se permettre de consommer une certaine nourriture pour vraiment subvenir à leurs besoins et bien se porter. Récemment, il y avait une recherche qui a été faite autour du Vonzou, un prototype du Vonzou blanc qui a donné 1,5 tonnes à l'hectare. Ça veut dire que ces espèces-là peuvent être accompagnées par la recherche, par les organisations de producteurs, par les partenaires techniques et financiers, par l'État à travers l'adoption de certaines politiques pour les permettre vraiment d'émerger, d'être connues, d'être produites par les producteurs, mais aussi qu'elles soient produites en quantité suffisante et aussi qu'elles soient accessibles à nos populations. Aujourd'hui, ces cultures, elles sont faites dans certaines localités où on les connaît. Dans d'autres localités, ils ne sont pas connus. C'est aussi l'occasion de faire ces brassages pour aussi amener ces cultures au niveau de d'autres régions et aussi voir avec la recherche l'adaptabilité de ces produits dans ces régions pour pouvoir miser ou travailler autour de la production. Je pense que, à mon humble avis, les NUS peuvent être une solution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Et à présent, nous allons donner la parole à Madame Khadija de l'ONG Kunji Fondo pour qu'elle nous parle des avantages nutritifs. Dans le cadre du projet France for HD, notre ONG s'occupe du volet éducation nutritionnelle. L'organisme humain, il a besoin en tout cas de deux types de nutriments. Nous avons les macronutriments et les micronutriments. Donc, ce sont en tout cas ces deux types de nutriments dont l'organisme a besoin. Donc ici notamment, on va essayer d'aller un peu en profondeur par rapport aux micronutriments. Parce que les macronutriments, l'organisme en a besoin vraiment en quantité. Et là, donc généralement, on les apporte. Mais ce qui n'est pas connu, c'est vraiment cet apport en micronutriments qui est vraiment en tout cas important pour l'organisme. L'organisme en a besoin en petite quantité. Mais si cette petite quantité n'est pas fournie à l'organisme, alors il y aura des problèmes. Le fonio, par rapport aux autres céréales, donc il y a quelque chose qu'on a découvert que le fonio, son index glycémique est vraiment bas par rapport aux céréales les plus consommées ici au Niger. Donc je prends en l'occurrence le mil, donc comment on appelle ça, le maïs, et même comment on appelle ça, le sorgho. En dehors du fonio, prenons le vonzou. Aujourd'hui, le vonzou, sa teneur en protéines, donc avoisine aussi celle du niébé ou bien de l'arachide. Or, aujourd'hui, nous savons le niébé sur le marché. Il est excessivement cher, il n'est pas à la portée de tous. Quand nous prenons l'amaranth, nous avons le gombo, nous avons l'oseille plutôt. Donc, la plupart, ils sont riches en vitamine C, il y a la vitamine B, il y a la vitamine E. Donc, pour ne citer que cela. Et donc, toutes ces vitamines aussi assurent donc, des fonctions spécifiques au niveau de l'organisme. À présent, nous allons nous diriger vers les participants qui ont suivi avec intérêt ce débat pour passer à la partie des questions-réponses. Agri-Challenge. Aujourd'hui, les principales cultures qui sont le riz, le mil, le sorgho, le maïs, c'est des cultures qui ne donnent plus quelque chose aux producteurs. Et vous venez de dire qu'avec le bonzou, on peut atteindre dans les conditions paysannes un potentiel de 1,5 tonne à l'hectare. Waouh! Pour moi, c'est des cultures du futur. Parce qu'au moment où on se bat sur le niébé, avec beaucoup de fertilisants, beaucoup de pesticides, on n'arrive pas à atteindre ce potentiel. Ces cultures qui ont été négligées arrivent elles-mêmes, sans apport, sans soutien, avec des pratiques minimum, à atteindre plus d'1 tonne à l'hectare. Moi, je pense que les politiques doivent les regarder avec un autre œil. On ne peut pas faire ces plats de fonio. Nos femmes ne peuvent pas faire ça.
ça prend du temps, ça prend du travail. Aucune femme ne peut s'asseoir pour trier le sable qui est dans le fondu. Donc c'est ça qui explique très souvent c'est compliqué. Pour les Wanzou, on pense que c'est pour ceux qui ne sont pas arrivés. Donc moi je pense qu'il faut recentrer un peu l'approche. Donc l'un de l'autre, ma question serait que, ou mon approche serait que l'ONG c'est Fundi Fondo. Mais je pense que votre propre activité serait d'ouvrir peut-être un restaurant où on peut aller trouver ces différents menus, d'aller faire la publicité. Si pendant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va manger, si on ne va pas manger, mais qu'est-ce qu'on va manger? Si vous avez proposé peut-être ces croquettes faites de Wanzou, on peut faire ces croquettes de Wanzou. Si vous pouvez faire ces croquettes de Fonio, si vous pouvez faire ces petites choses, au-delà peut-être de la promotion, de la sensibilisation, du plaidoyer et même d'investir pour la production, il faut investir pour la transformation ici à Niamey. Je voudrais savoir quels critères le projet PROS avait utilisé sur ces produits MUS. Il n'y a pas d'industrie de transformation des produits. Quelles solutions pouvons-nous utiliser sur ces genres de produits? Si je suis par exemple quelqu'un qui veut être du domaine, à quel moment de la saison on peut produire ces cultures? On peut produire ces cultures-là. Et pensez-vous qu'on est, si j'ai une bonne mémoire, 22 millions de Nigériens, pensez-vous que les produits juste peuvent vous couvrir parce que le besoin est là, les gens ont besoin de ça. Agri-Challenge. La première question, c'était relative aux critères de choix des MUS. Et d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une première catégorisation des cultures. Donc, il y a les céréales, donc en 3 groupes, les céréales et les légumineuses, les fruits et les légumes. Donc, c'est cette première catégorisation qui a été faite en avant. Et après, maintenant vient le critère nutritionnel. Le critère nutritionnel a été mis en avant pour vraiment voir parmi les légumineuses laquelle est vraiment négligée. Je pense qu'il y a une question sur les sols, les types de sols. Et il faut raisonner par culture. Je prends d'abord le fonio qui s'adapte au sol dunaire, déjà des sols qui sont vraiment pauvres, qui sont lessivés. Ce sont les types de sols sur lesquels le fonio pousse. Et quand on prend le Wanzou, qui est une légumineuse, qui a cette capacité de capter l'azote du sol, l'azote atmosphérique même, elle aussi ne nécessite pas forcément des sols très riches, mais on recommande aussi de faire des apports. Et cette culture, le Wanzou, elle est faite généralement par les femmes, même dans la zone de production. Et pour preuve, on l'appelle Bougermada. Une espèce se cultive là où elle est connue. Elle n'est pas cultivée dans d'autres localités. On ne la connaît pas. Secondaire, pour connaître une culture, il faut connaître aussi ses avantages, sa rentabilité. Est-ce que si je la cultive, je peux avoir quelque chose d'économique? Est-ce que si je la cultive, comme je le dis, l'accès au marché est facile pour moi? Mais la philosophie ou la vision du projet Crops for HD, c'est d'abord d'expérimenter un projet pilote dans la région de Dosso, plus particulièrement à Matankari et dans Kassali. Et si vous regardez la composition des acteurs de ce projet, vous avez ceux qui sont focalisés sur la production à travers la recherche d'abord, qui fait une analyse de l'adaptabilité de ces semences au niveau des sols. Il y a la FCMNIA qui fait l'accompagnement dans la production de ces espèces négligées. Il y a nous-mêmes, AgriFocus, qui faisons la promotion de ces produits en travaillant autour de leur pénétration dans le marché. Il y a 50 ans, sinon un peu au-delà, le Wanzou se cultivait dans chaque famille. Chaque famille. Le Wanzou fait partie des cadeaux à distribuer au cours du mariage. Et je crois que dans certaines communautés, jusqu'à présent, ça persiste. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce produit-là, jusqu'à présent, dans certaines communautés, ça existe? C'est parce que
non seulement ça a une valeur, en tout cas traditionnelle, mais aussi ça a une valeur nutritionnelle. Et je crois que l'un des intervenants a parlé des pistes de valorisation, en tout cas de certains nus, particulièrement le vonzou. Je crois qu'il faut encourager la production à mixage farine de blé, farine de vonzou dans la production du pain. Parce que c'est ça le produit de consommation de masse. Et ça peut beaucoup aider, non seulement la production, mais aussi ça peut aider la consommation au finish. Agri Challenge. Dans tout ce que j'ai entendu, on a fait beaucoup de choses. On est parti dans la recherche, on a fait des évidences, on a valorisé le savoir-faire, on parle de la transformation, mais tant qu'on n'a pas de plaidoyer, surtout le changement de comportement au niveau de nous-mêmes en tant que consommateurs qui avons perdu ces habitudes-là, et au niveau des décideurs qui peuvent faciliter certaines choses pour que ces produits puissent pénétrer le marché, on ne va pas y arriver. Agri Challenge. Alors, merci beaucoup à toute l'assistance. Vraiment, on retient que ce débat a été très riche en émotions. Je retiens qu'il y a beaucoup de messages forts à travers cette conférence de débat sur les produits NUS. Et on note par ailleurs sur les discussions des intervenants. Certains disent que la culture des produits NUS ont de l'avenir dans le futur. Certains disent qu'ils sont bons pour la santé et certains disent qu'il faut faire la promotion des produits NUS à travers la restauration. Il y a certains même qui disent qu'ils appellent les Nigériens à consommer la pâte de vonzou. À la fin, les participants auront droit à une séance de dégustation des produits NUS. Agri Challenge. C'est un débat qui nous a beaucoup édifié sur les produits qu'ils viennent de nous présenter, tels qu'ils l'ont vraiment notifié, c'est-à-dire ce sont des produits qui sont négligés et sous-utilisés, mais aussi avec les transformations, puisque après la présentation des panélistes, nous ont montré, c'est-à-dire une dégustation à base de ces produits qu'ils font, et ça nous a beaucoup édifié. Avec les participants qui sont là, on a pu découvrir, c'est-à-dire des choses, et que nous allons aussi partager avec les autres parents qui n'ont pas pu participer à cette activité. J'ai pu manger gabda, c'est fait à base de vonzou. J'ai pu manger couscous, fait à la base de vonzou. J'ai pris jus, fait à la base de vonzou. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai même pensé qu'on peut faire du jus à base de vonzou. Et quand j'ai pris avec un peu de pancette, première gorgée, deuxième gorgée, j'ai fini la bouteille. Et je pense qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, beaucoup de choses qu'il faut encourager dans ces pays. Fabriquer des combustibles fossiles comme le charbon écologique ou le gaz pour la préparation des cuissons, c'est possible avec les déchets issus de l'agriculture. Découvrez alors dans ce reportage les avantages de la transformation des déchets organiques pour une utilité pécuniaire, environnementale, etc. Agri Challenge. L'agrovalorisation des déchets ou valorisation des déchets dans le domaine agricole est une pratique agricole qui obéit aux principes de l'environnement et par conséquent ceux de l'agroécologie. La valorisation des déchets dans le domaine agricole constitue de ce fait un moyen de lutte contre les impacts environnementaux liés à la production et à l'élimination des déchets et pour la gestion durable des ressources naturelles. Au Niger, ce concept a commencé bien longtemps et a évolué significativement au fil des années. L'agrovalorisation des déchets, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait d'utiliser, par exemple, tout ce qui est déchets qui est produit en lien avec les activités humaines ou bien industrielles. Ces déchets-là, au lieu qu'on les laisse à ciel ouvert, donc il faudrait les utiliser justement dans le domaine agricole. Donc comment il faudrait les utiliser? On peut les utiliser par exemple dans un processus, on va dire, de compostage qui permet justement donc de trier les déchets et ensuite utiliser les déchets qui sont organiques, parce que ce n'est pas tous les déchets qui sont agrovalorisables. Les déchets qui sont agrovalorisables sont les déchets qu'on appelle les déchets organiques. Donc quand on fait une activité donc de tri
Il faudrait soustraire donc tous ces sachets plastiques qui ne sont pas biodégradables et on utilise donc les déchets qui sont organiques pour par exemple faire donc du compost, pour faire du bokashi, toutes choses étant égales par ailleurs, donc des engrais organiques, des engrais verts qui peuvent booster donc la fertilité des sols et booster donc les rendements agricoles. Aujourd'hui, rien ne se jette en agriculture. La recherche ne cesse alors d'innover avec la récupération des déchets naturels en créant divers types de combustibles. Alors, une autre facette de la valorisation des déchets, c'est par exemple les biodigesteurs. Les biodigesteurs, justement, donc, on les utilise pour produire, on utilise par exemple les déchets pour produire des gaz. Donc les gaz là que les femmes utilisent pour la cuisson. Donc on a cette possibilité d'utiliser donc ces déchets-là à travers justement la décomposition par les organismes, donc qui dégagent justement donc le méthane et qu'on utilise par exemple pour produire du gaz. Mais ce qui est intéressant également, c'est que quand on fait par exemple les biodigesteurs, il y a après des effluents des biodigesteurs là qui sont du compost. Donc par exemple quand vous prenez les latrines là, donc quand vous prenez les latrines, les gens font leurs besoins, mais sauf que les quantités d'excréments vont aller dans la latrine. Quand vous soulevez un peu la latrine, là, vous-même vous sentez un gaz très chaud. Donc ces gaz-là, en réalité, c'est des gaz qu'on peut utiliser justement donc pour faire, pour la cuisson. Aujourd'hui, il y a des projets de développement, tout comme le projet dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec l'université de Maradi, notamment Dr Ilyas Gado, donc qui fait justement des biodigesteurs au niveau donc du restaurant universitaire des étudiants, ou bien au niveau donc de la cité universitaire des étudiants, pour que les déchets que les étudiants produisent là, au lieu qu'on les jette dans la nature, non, on les utilise pour faire donc des gaz, pour qu'on puisse l'utiliser à d'autres fins, donc des fins de cuisson. Mais également, une fois que le gaz est produit, on récupère les effluents là, donc qui peut être composté et amené directement dans les champs agricoles pour pouvoir booster la fertilité des sols. Donc ça, c'est quelque chose que le Niger est en train donc de rentrer de manière en tout cas exponentielle dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a des projets, des ONG qui font la promotion. Ces dernières années, des entreprises agroécologiques se créent avec comme objectif valoriser les déchets issus de l'agriculture, participer à la sauvegarde de la biodiversité et à la réduction des effets des changements climatiques. Green Business est une société spécialisée dans la transformation des déchets en charbon, comme vous l'avez évoqué. Également, au-delà du charbon, on transforme les déchets organiques en charbon écologique ou bien charbon vert, en engrais biologiques également, et également en biogaz, parce que ces déchets organiques peuvent être transformés à travers un biodigesteur en biogaz et en compost. Le charbon vert, c'est un charbon qui contient moins d'éléments toxiques par rapport aux autres sources d'énergie, notamment le charbon de bois et le bois. Parce que le système de transformation, le mécanisme, le processus de transformation de ce charbon consiste déjà à faire partie de certains en tout cas éléments toxiques, notamment gaz à effet de serre qui se trouvent déjà dans la matière première. Le charbon vert est fabriqué pour apporter des solutions durables au profit de l'environnement. Green Business travaille d'arrache-pied pour transformer ces déchets organiques en produits écologiques. Quand vous prenez la population nigérienne, qui est maintenant à peu près à 20 à 25 millions d'habitants, plus de 80% de cette population utilise le bois comme source d'énergie. Et quand vous faites la comparaison des phénomènes climatiques, donc la régénération naturelle, elle est très difficile. C'est-à-dire que le fait de planter un arbre, de laisser cet arbre à lui seul pour qu'il puisse grandir, c'est un peu compliqué avec en tout cas les facteurs externes et internes. Donc ce qui fait qu'il faut créer des alternatives pour ne pas qu'un jour qu'on se réveille sans arbre. Donc d'où notre motivation de pouvoir remplacer ce bois. Parce qu'on a compris que le peuple nigérien a une habitude de l'utilisation du bois et du charbon de bois. Donc ce qui nous a amené à transformer tout ce qui est plantes envahissantes et les déchets organiques. Et peut-être qu'en venant même, vous avez constaté des balles de doum, parce que c'est la période du doum, communément appelée à Niamey écologie. Donc les balles là sont jetées à la nature. Souvent, les balles de doum bouchent les caniveaux, ce qui occasionne également des inondations dans la ville de Niamey. Donc tous ces déchets qui sont des problèmes ou bien des problématiques pour nous, peuvent être transformés en une opportunité, en tout cas de développement, notamment le charbon écologique et le charbon vert. L'urine est considérée dorénavant comme alternative permettant de booster la production agricole.
Dans certaines localités du pays, on assiste à une prise de conscience de la population sur l'importance de cet engrais naturel. Aujourd'hui, l'urine au Niger, on est 24 millions de population. Et ces urines-là, qu'est-ce que ça devient? Donc souvent, ça part pour donc, la nappe phréatique et on n'en fait rien. Et donc nous, dans le cadre de nos recherches, on dit aux populations que c'est une alternative justement à aller vers, par exemple, leur utilisation pour booster donc leur rendement. On participe déjà à la formation, par exemple, des étudiants qui sont les futures élites sur les questions donc, de transformation et de valorisation donc, des déchets à travers des licences et des masters, voilà, mais aussi à travers des encadrements d'étudiants dans le cadre justement donc, des projets. Un autre rôle qu'on joue, c'est le rôle justement de participer à l'augmentation par exemple on va dire donc de la production agricole. On utilise par exemple l'urine. L'urine c'est un engrais biologique qui émane de l'homme et quand on l'utilise justement donc ça permet en un temps record de booster la fertilité donc des sols là, mais également améliorer donc on va dire la production agricole. Aujourd'hui, dans la ville de Maradi, les populations sont éveillées sur l'utilisation de l'urine. Au point où il y a des femmes dans la zone de Saï-Saboua et même de Tchibri qui vendent l'urine de 25 litres là à 2000 ou bien à 3000 francs. Et donc c'est quelque chose où les populations ils voient de l'intérêt. Ils ont vu donc le résultat et ils veulent eux-mêmes participer justement à la mise à l'échelle. La coupe abusive du bois constitue un phénomène destructeur de la faune et la flore. De ce fait, le recours au charbon écologique et de l'engrais bio, à travers la transformation de ces déchets naturels, constitue une réponse efficace pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Quand vous regardez la demande en bois, elle s'élève à plus de 4 millions de tonnes. Rien que la fête de Tabaski, la ville de Niamey à elle seule consomme chaque année, ces 2 dernières années, plus de 50 000 tonnes de bois en une seule journée. Donc vous imaginez un peu les besoins. Et si cette quantité est consommée, c'est parce que la demande elle est forte. La demande elle est là. Donc la création des entreprises de production de charbon peuvent être des entreprises non seulement qui contribuent à la préservation de l'environnement, et peuvent également être des entreprises qui peuvent créer de la richesse. Actuellement, la demande elle est énorme. C'est pour cela qu'on a décidé de mettre en place une première usine de production de charbon vert au Niger. Les machines sont là. Et vous allez découvrir les machines. Ça nous permettrait de satisfaire une partie de la demande parce que la meilleure alternative est ces engrais bio. Et maintenant, on est en train de mettre en place également une usine de production d'engrais bio. Donc je pense que la demande est là, la valeur ajoutée est là, les profits sont là parce que ça permet d'engranger beaucoup de chiffres d'affaires. Et c'est l'occasion également peut-être de faire appel en tout cas aux autorités, aux partenaires, aux jeunes, de se lancer dans l'entrepreneuriat vert afin de contribuer non seulement à créer de la richesse et à préserver notre planète. La valorisation des déchets permet d'aller vers des villes salubres. En ce sens, elle constitue une activité d'utilité environnementale. Aussi, valoriser ces déchets, c'est également lutter contre les impacts négatifs qui affectent la santé de l'homme et celle des animaux. Cette activité lucrative contribue également à l'essor d'une agriculture durable. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce numéro de l'émission Agri-Challenge et j'espère que vous avez été bien édifiés. Si vous souhaitez visionner ce numéro ou un autre, alors vous pouvez le suivre sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous renouveler votre confiance. À bientôt pour une nouvelle édition.